J'ai été missionné par le bureau à 12 reprises au cours des 4 dernières années. Des rapports d'effondrement, des évaluations environnementales en zone rurale, le genre de travail discret, qu'on ne remarque qu'au moment où il devient coûteux. Cette fois-ci, l'appel est arrivé tard dans la saison, une ancienne mine située à l'extérieur d'un hameau nommé Ever Creek, nichée dans une vallée si reculée qu'elle ne s'affichait même pas sur le GPS, jusqu'à ce qu'on y soit presque arrivé. Le dossier était succinct. Un puits effondré datant des années 1930, supposément scellé après un accident ayant causé la mort de 17 personnes. Les archives de la ville étaient incohérentes et les rares documents numérisés ne correspondaient pas à ceux de l'État. Notre mission était claire, évaluer les risques résiduels, tester le sol pour d'éventuels mouvements et déterminer si la zone pouvait être reclassée en terrain forestier. Intervention rapide, sans contact nécessaire avec les habitants, à l'exception d'un avertissement de courtoisie. Une mission simple, entrer, inspecter, repartir. Nous avons atteint la lisière de la ville aux alentours de midi. Octobre avait déjà dépouillé les arbres de leurs feuilles et le vent s'insinuait à travers les branches nues par souffles irréguliers. Cette manière particulière qu'a l'air de se déplacer dans les endroits où la terre semble creuse. Une brume basse s'accrochait aux racines des collines, se déplaçant seulement lorsque nous le faisions. Ever Creek était encore plus petit que ce que j'avais imaginé. Une station-service, un diner, une rue principale qui contournait mollement une église avant de replonger dans la forêt. Peut-être 300 habitants, tout au plus. Quelques visages se sont tournés vers notre véhicule à notre passage, mais personne n'a levé la main. Personne n'a demandé ce qui nous amenait ici. Ils nous observaient, silencieux, immobiles, reprenant leurs tâches uniquement lorsque notre voiture avait disparu de leur champ de vision. Le motel, quant à lui, ne comptait que 4 chambres. Le parking était en gravier, les installations rouillées. La femme à l'accueil m'a tendu la clé sans même demander mon nom. Un petit registre trônait près de la fenêtre, mais la dernière signature datait d'il y a 2 semaines. Mon apprenti, Seth, a pris la chambre voisine. Après avoir déposé nos sacs, nous avons parcouru à pied le demi-kilomètre menant à la mine. La route d'accès était envahie de ronces et de chardons, mais suffisamment dégagée pour qu'on puisse avancer. Les vieux panneaux d'avertissement pendaient à moitié arrachés, effacés par le temps. Une clôture pourrie encerclait l'entrée de la mine, avec des rubans de signalisation jaune délavés flottant mollement sur des piquets rouillés. Nous avons commencé à marcher autour du périmètre, identifiant les zones à risque, marquant les affaissements potentiels. Le sol était globalement stable, bien que j'ai noté une légère dépression sur le côté nord, qui semblait récente. C'est à ce moment que Seth m'a interpellé. Juste à l'extérieur de la section brisée de la clôture, il avait trouvé un petit amas d'objets. Rien qui semblait avoir été égaré. C'était placé intentionnellement. Une chaussure de bébé, usée et poussiéreuse, un miroir de poche fissuré dans un coin, et une bourse de velours dont le cordonnet était pourri par le temps. En l'ouvrant, Seth en sortit une dent d'enfant, brunie par les années. Il se tourna vers moi, esquissant un sourire en coin. Halloween commence tôt dans le coin, apparemment. Je haussai les épaules, tira une paire de gants en nitrile de ma trousse et empaquetai les objets. Probablement un mémorial ancien, pensai-je. Peut-être une tradition locale, ou juste un chagrin laissé à l'air libre. Dans tous les cas, il ne fallait pas laisser ça là. Les animaux auraient pu s'en emparer, ou pire, quelqu'un aurait pu tomber dessus et s'imaginer des choses. Seth grimaça en me voyant sceller le sac, mais ne dit rien. J'ajoutai une note à mon carnet, débris potentiellement sensibles à la sécurité publique. J'en avais vu d'autres plus étranges encore. De retour à la voiture, nous avons commencé à charger les premiers relevés de sol et à enregistrer les constats du jour. La mine ne présentait pas de signes visibles d'instabilité, mais la clôture était en mauvais état. Et si nous voulions réellement clôturer le dossier, il faudrait forcément examiner le puits lui-même. Je comptais qu'on s'y attaque le lendemain. Une journée de plus, 2 au maximum, et nous serions partis. Le terrain redeviendrait ce qu'il était, une forêt oubliée. Le matin suivant, nous avons décidé de partager notre temps entre les tâches administratives et la logistique locale. Seth avait envie de prendre un petit déjeuner et de découvrir la ville à la lumière du jour.
J'ai accepté, surtout parce que les dossiers de l'État sur la mine étaient tellement incohérents qu'une visite au bureau du greffier local semblait sensée. Peut-être y trouverions-nous des documents d'origine, une vérité plus proche du terrain. Notre premier arrêt fut le dîner, le même que la veille au soir, mais baigné dans une lumière plus douce. Les murs lambrissés, un vieux jukebox en coin et un panneau des spécialités du jour écrit dans une cursive difficile à déchiffrer. 2 clients seulement, tous 2 âgés. Ils nous observaient par-dessus leur tasse, sans dire un mot. La serveuse nous accueillit avec un sourire timide qui ne parvint jamais à atteindre ses yeux. Elle nous tendit les menus, nous demanda d'où nous venions, puis se referma complètement lorsque je mentionnais que nous travaillions sur un chantier pour l'État, près de la mine. On s'occupe juste de quelques responsabilités juridiques, dis-je, tâchant de conserver un ton léger. Elle hocha la tête lentement. Vaudrait mieux éviter de traîner là-haut après le coucher du soleil. Seth m'adressa un bref regard, intrigué, mais ne dit rien. Le petit déjeuner fut servi rapidement. Tout était chaud, savoureux. Pourtant, le silence dans la salle resta dense. Fixe, lorsque Seth demanda à la serveuse ce qu'elle avait voulu dire par là, elle essuya ses mains sur son tablier, baissa les yeux, puis répondit « Il n'y a plus grand-chose là-haut qui vaille la peine d'être inspecté ». Et elle s'éloigna sans un mot de plus. Seth me regarda, les sourcils froncés. « Ils sont tous étrangement évasifs, tu trouves pas ?» Je le savais, je l'avais remarqué aussi. Mais je savais aussi que les petites villes rurales protègent leurs morts avec une loyauté féroce. Les tragédies deviennent des légendes. Et les légendes, avec le temps, deviennent des barrières. On ne pose plus de questions. On accepte, mieux valait ne pas insister. Après le dîner, nous sommes passés par l'épicerie générale pour acheter de l'eau en bouteille et une nouvelle paire de gants. Seth, de façon désinvolte, mentionna la chaussure de bébé à la caissière. Il lui demanda s'il y avait des rituels ou des mémoriaux locaux près de la mine. Elle se figea au milieu de son geste. Sa main resta posée sur la caisse enregistreuse une seconde entière avant qu'elle ne le fixe du regard. « Ce n'est pas à vous de gérer ça, dit-elle. » Seth cligna des yeux. « Je veux dire, on l'a déjà mis sous scellé. Ça fait partie du nettoyage du site. » Son expression changea, presque imperceptiblement. Puis elle lui tendit le reçu, sans dire un mot. Nous sommes sortis dans un silence pesant. Seth secouait la tête, confus. « On dirait qu'on a exhumé une tombe, murmura-t-il. C'est peut-être le cas, répondis-je, pas au sens littéral. Mais pour eux, ça y ressemble. » Au bureau du greffier, je demandai à consulter les archives de l'époque où la mine était encore en activité. La femme derrière le comptoir me tendit un classeur épais, sans même me poser de questions. La plaque portant son nom était ébréchée, les coins du classeur étaient tachés, écornés, des signes d'usure mais pas de consultation récente. Je l'installai sur une des tables noires au fond de la pièce, pendant que Seth feuilletait un plan cadastral mural. Environ à mi-chemin du classeur, je tombai sur 2 feuillets attachés ensemble, tous 2 intitulés « Résumé des victimes effondrement d'Ever Creek, mars 1937 ». Le premier listait 17 noms, chacun suivi d'une croix et d'un numéro d'identification minier à 4 chiffres. Le second n'en listait que 11. Les autres étaient notés simplement comme non retrouvés. Aucune explication. Pas d'encre rouge, pas de notes dans les marges. 2 documents presque identiques, mais complètement contradictoires. Cela aurait suffi à éveiller l'attention. Mais plus loin, dans une pochette nommée « Correspondance post-effondrement », je découvris quelque chose de plus étrange encore. Des photocopies de certificats de décès de la ville, classés par décennie. Certains écrits à la main, d'autres dactylographiés au carbone, à moitié effacés. La majorité concernait des morts banales, vieillesse, accidents de ferme, la mortalité habituelle des zones rurales. Mais un modèle émergeait. À chaque 20 ans, toujours en fin d'automne, un nom apparaissait sans cause de décès indiquée. Parfois la simple mention disparut. Le dernier cas remontait à octobre 2005. Une note manuscrite y figurait, résolution trouvée, sans plus d'explication. Seth s'approcha et me demanda si j'avais trouvé quelque chose d'intéressant. Je lui montrai les documents.
Il siffla doucement entre ses dents. Ça pourrait être une coïncidence, dit-il, sans grande conviction. Peut-être, mais quelqu'un les a rassemblés volontairement à travers près d'un siècle de registres municipaux. Ce n'est pas de l'archivage, c'est de la curation. Je demandai à la greffière si quelqu'un devait nous rejoindre sur le site le lendemain. Elle secoua la tête. Personne ne monte là-haut, plus maintenant. Elle n'ajouta rien. Je n'insistais pas. Dehors, le vent s'était levé. Il descendait des crêtes en courant froid, lent, s'infiltrant jusque dans les vêtements. Nous avons regagné le motel sans dire un mot. Le lendemain matin, Seth est resté à l'hôtel pour analyser les données géologiques, tandis que je retournais seul sur le site de la mine. L'air était plus froid que la veille. Le ciel d'un gris lourd, mais sec. La forêt, elle, semblait figée, dans un silence presque irréel. Je fis à nouveau le tour du périmètre, notant que la crête s'affaissait en pente douce vers une zone de madriers effondrés, vestige probable de l'ancien sentier d'accès. La lisière de la forêt poussait presque jusqu'à la clôture, ses racines déformant le sol en motifs irréguliers. Ce n'était pas une subsidence spectaculaire, mais cela indiquait un mouvement lent, souterrain du genre de phénomène invisible dans les relevés modernes, à moins d'être expressément recherché. C'est là que je l'ai entendu. Un bruit métallique, régulier, rythmé, faible, mais précis, issu du sol, lointain mais constant, le genre de son qu'on attribue volontiers au vent s'engouffrant dans une vieille gaine de ventilation, ou à de l'eau ruisselant sur une plaque de métal creuse. Mais les intervalles étaient trop nets, trop réguliers. Je me suis accroupi et posé la paume au sol. Rien. Aucune vibration détectable. Si vibration il y avait, elle était trop fine. Mais le son, lui, persistait, pendant encore 10 secondes. Puis, plus rien. Je me relevai lentement, scrutant les pentes. Derrière un bosquet de nerfpins, quelque chose attira mon attention, une clairière à moitié ensevelie sous la mousse et les feuilles. En son centre, une pile d'objets disposés soigneusement. Ce n'était ni un tas d'ordures, ni un abandon fortuit. Un anneau d'argent, terni, tordu. Une photo pliée, encore lisible malgré l'humidité, un homme debout à côté d'un camion. Une tresse de cheveux pâles, attachée aux deux extrémités par une ficelle grossière. Chaque objet semblait posé avec une intention, malgré l'œuvre du temps. Je suis resté là longtemps, tentant de déterminer s'il s'agissait de deuil, de folklore ou de toute autre chose. Ce n'était pas un cimetière, trop éloigné, et les objets, trop personnels pour avoir été jetés par hasard. Je pris une photo de loin, consignai les coordonnées GPS et retourné au motel. Seth était assis dans le hall du motel, courbé sur son ordinateur portable, une tasse de café depuis longtemps froide à ses côtés. Je m'affalai dans le fauteuil en face de lui et lui fis un compte-rendu de ma découverte. « Un deuxième site ?» demanda-t-il. « Tu penses que ça fait partie du même genre de rituel? Une autre sorte d'offrande peut-être? Ça en donne l'impression ?» répondis-je. « Mais il n'y a rien d'officiel, pas de panneau, pas d'entretien municipal. Tout semble conçu pour être oublié. » Il se pencha en arrière, passa la main dans ses cheveux. J'ai réessayé de parler à la serveuse. Tu sais, juste des questions normales. On aurait dit que je venais d'évoquer un enterrement. Elle m'a dit de respecter la saison et de laisser reposer. Je hochai la tête, même ton qu'au bureau du greffier. Tout le monde ici est poli, mais pas perdu. Ils savent quelque chose. Seth regarda par la fenêtre. Le ciel commençait à s'assombrir, lourds nuages qui s'amoncelaient sur les crêtes. Tu crois qu'on devrait leur dire qu'on compte ouvrir le puits demain? À quoi bon? Ce n'est pas une conversation qu'ils veulent avoir. Ce n'était pas encore le soir, mais j'avais besoin de m'aérer. Seth était retourné à la chambre pour continuer ses relevés, et moi je partis marcher aux abords de la ville. L'air était plus froid encore. Le ciel restait écrasé de nuages. Rien ne bougeait dans les arbres. Même les oiseaux s'étaient tus. Les rues étaient désertes, à la manière des petites villes rurales quand tout est techniquement ouvert, mais que personne n'y va. Les carillons de porte tintaient sans bruit, les vitrines demeuraient vides. En passant devant l'église, je remarquai un petit garçon accroupi près d'un caniveau asséché,
absorbé par quelque chose dans l'ombre, un bâton, un fil de fer, les jeux sans but des enfants qui ont plus de temps que de règles. Il n'avait pas plus de 7 ans. Il ne m'avait pas vu, je ralentis à sa hauteur, incliné la tête. « Salut » dis-je d'un ton amical. « Tu connais des histoires effrayantes sur la mine ?» Il se figea. L'objet qu'il manipulait tomba de ses mains, mais il ne le ramassa pas. Il resta là, tendu, tête baissée. Je restai silencieux, puis ajoutai avec un sourire. Je pensais aller y jouer. Je me disais que je devrais peut-être savoir s'il y a des monstres à éviter là-bas. Il leva les yeux, pas amusé du tout. Ses yeux étaient ronds et effrayés, comme ceux d'un enfant à qui l'on a transmis une règle trop ancienne pour être expliquée, seulement répétée. Il regarda autour de lui, puis se pencha légèrement vers moi. « J'ai pas le droit d'en parler, dit-il à voix basse. Je m'accroupis à mon tour, mains sur les genoux, à bonne distance. C'est juste entre nous, promis. » Il hésita, puis chuchota. « Les 100 visages sont là, ils sortent seulement si on ouvre. Tous les 20 ans, c'est pour ça qu'on laisse des trucs, ça les empêche de sortir. » Puis il se releva, épousseta son pantalon, et partit sans un mot de plus. Il ne courut pas, mais il ne se retourna jamais. Je restai planté là longtemps, laissant ces mots résonner dans ma mémoire. Les 100 visages. Ce n'était pas le mot d'un adulte, pas des monstres, pas des épris, ni même des mineurs. Non, les 100 visages. C'était une transmission d'enfants, une légende reçue sans l'avoir comprise, répétée sans l'expliquer. Pour moi, ce n'était que du folklore. Un rituel de deuil transformé en superstition, comme j'en avais entendu des dizaines dans d'autres bourgades de l'État, une mise en garde déguisée en croyance. Mais sur le chemin du retour vers le motel, je me surpris à répéter doucement ce nom entre mes dents. Les 100 visages. Nous avons commencé tôt, le lendemain matin, juste après que le soleil ait franchi la crête. Le ciel était pâle, uniformément gris, les nuages étirés en longues traînées. Seth avait l'air à moitié réveillé en m'attendant près de la voiture, mais ses bottes étaient lacées et il vérifiait déjà notre équipement topographique. Le trajet vers le site fut rapide. Les arbres bordaient la route, squelettiques, croulant sous le poids du changement de saison. À notre arrivée, le givre sur les buissons avait commencé à fondre. Les planches recouvrant l'entrée principale de la mine étaient vieilles, vermoulues. Elles craquèrent facilement sous notre poids. Je les arrachai pendant que Seth dégageait les débris. Sous les couches de vinyle, on découvrit une structure renforcée, clouée de gros clous, enchaînée de façon presque rituelle. Quelqu'un avait pris soin de sceller cet endroit à dessein, mais cela n'avait pas tenu. Derrière ce barrage, l'obscurité semblait avancer d'elle-même. Une masse noire tangible, compacte. Le puits s'ouvrait devant nous, bordé de bois pourri, sans le moindre souffle d'air. Une immobilité totale. Pas de vent, pas de mouvement. Je passais en premier, vérifiant l'atmosphère à l'aide de notre lecteur portatif. Teneur en oxygène basse mais respirable. Pas de méthane, aucune trace d'activité récente. Seulement l'odeur sèche du bois mort et la poussière accumulée par le temps. À l'intérieur, mon faisceau de lampe frontale taillé dans l'ombre épaisse, révélant toiles d'araignée et couches de sédiments oubliés. Les parois se resserraient rapidement avant de s'ouvrir sur le premier couloir principal, creusé dans la pierre, soutenu par des poutres de bois. La plupart étaient fendues, penchées, luttant sous leur propre poids. Nous progressions lentement, photographiant les dommages, notant la solidité des supports. Seth s'occupait du relevé laser, cartographiant les pentes et la profondeur. C'était fastidieux, mais indispensable. Dans ce genre de mission, aucun raccourci n'est permis. 1 heure s'écoula, puis tous deux nous nous figeâmes exactement au même moment. Un son avait émergé du tunnel devant nous. Faible, métallique, régulier, tic, puis une pause, tic, des intervalles réguliers, comme le balancier d'une horloge souterraine. Seth leva un sourcil. « T'as entendu ça ?» Je hochai la tête, tendant l'oreille. Le bruit reprit, distinct, résonnant légèrement contre la roche, mais sans écho suffisant pour en identifier la source. « Ça peut être de l'eau, proposai-je. »
Si des canalisations métalliques sont encore là-dedans, le bruit peut voyager sur des mètres. Mais Seth ne répondit pas, et je savais qu'il n'y croyait pas plus que moi. Mais aucun de nous ne dit ce que cela ressemblait vraiment à « pas encore ». Nous continuâmes. La carte du site devait être complétée avant tout dépôt de rapport. C'était notre priorité, et pourtant le son revenait, toujours à la lisière de notre perception. Jamais assez fort pour être menaçant, mais suffisamment distinct pour qu'on ne puisse l'ignorer. En milieu d'après-midi, nous étions couverts de poussière, le dos en feu, les poignets meurtris par les prises de notes répétées. Le travail avançait, mécanique, mais il nous vidait. Il y a des tunnels qui aspirent votre énergie, silencieusement. Nous atteignîmes le point médian du puits. Décidâmes de mettre fin à la session du jour, trop à faire en une seule journée, et nous n'avions pas prévu de matériel pour un bivouac. Nous avons laissé notre équipement près de l'entrée, bien rangé. Personne ne viendrait ici. Les habitants l'évitent tous, et le matériel était trop spécialisé pour qu'on en tire usage sans savoir-faire. Sur le chemin du retour, personne ne parlait. Ce n'était pas de la tension, c'était de la fatigue profonde, celle qui vous pèse sur les épaules et vous vieillit en silence. Nous sommes allés directement au dîner. La lumière intérieure semblait plus chaleureuse que d'habitude. Les fenêtres étaient embuées de vapeur, et la lueur des néons réchauffait l'espace autour de notre banquette. Nous nous sommes installés au fond, loin des habitués massés au comptoir. Seth avait l'air épuisé, se frottant les yeux d'un geste lent. Je feuilletais mon carnet, relisant les relevés de poutres. Nos bottes laissaient une trace de boue sèche sur le sol. La serveuse ne dit rien. Elle déposa simplement 2 verres d'eau. On mangea lentement, sans appétit. Ce fut Seth qui rompit le silence. « Le coin est désert, dit-il. Même pas un rat. Je ne vois pas ce qui les rend si parano. » Il avait parlé un peu trop fort. Pas un cri, mais le ton désinvolte, typique de quelqu'un qui croit que personne ne l'écoute. Quelqu'un écoutait. Un homme dans une banquette 2 tables plus loin se leva, lentement, les yeux fixés sur nous. Il prononça d'une voix tranchante. « Vous l'avez ouvert. » Seth s'immobilisa, fourchette en main. Je posai doucement la mienne. Le silence tomba sur toute la salle. Plus un mot, plus un bruit de vaisselle. Les chaises raclèrent le sol. Certains clients se levèrent, d'autres détournèrent les yeux. Certains, au contraire, nous fixèrent sans détour. L'homme ne dit plus rien. Il se contenta de nous observer quelques secondes. Puis sortit. D'autres le suivirent. Une femme près du comptoir nous lança à mi-voix. « Retournez à votre motel. Fermez vos portes ce soir. » Seth me regarda, ses sourcils froncés, sa bouche entr'ouverte. Je n'avais rien à répondre. La serveuse déposa l'addition, sans un regard, puis retourna en cuisine. Nous n'avons pas touché au reste du repas. Nous avons payé et quitté les lieux. Dehors, la rue était vide. Plus aucune silhouette sur les trottoirs. Aucune voiture ne passait. Le soleil avait glissé derrière la crête, laissant le village suspendu dans une lumière entre deux, ni jour ni nuit. Les volets étaient clos, les porches éteints, le chemin jusqu'au motel était court, mais il semblait beaucoup plus long que la veille. Même le vent s'était arrêté. Nous avons atteint nos chambres. Nous nous sommes souhaités bonne nuit devant nos portes. Seth vérifia 2 fois le verrou. « À demain » lança-t-il à travers la cloison. Je ne répondis pas tout de suite. Puis finalement, « Ouais, demain », mais en mon fort intérieur, quelque chose me disait que demain ne serait plus pareil. Nous nous sommes levés tôt, sans avoir vraiment dormi. J'avais passé la nuit à me réveiller à cause de bruits faibles qui ne se répétaient jamais. Peut-être des rêves, mais chaque fois mes poils se dressaient, et mon cœur cognait trop fort. En sortant, le froid avait durci. Une brume fine s'accrochait au gravier. Le ciel d'un gris uniforme annonçait la neige pour le soir. Mais ce n'était pas la météo qui pesait. La ville était toujours là, mais figée. Pas silencieuse comme le sont souvent les petites villes. Non, immobile, les portes fermées, les rideaux tirés, une absence volontaire. Le dîner était fermé. Pas de chaise sur le perron, pas de lumière.
La station-service avait ses volets métalliques baissés. L'épicerie, fermée. Vitrine éteinte. Nous avons frappé à quelques portes, plus par réflexe que par espoir. Une fois, on entendit des pas discrets et même une inspiration rapide derrière une cloison. Mais aucune ne s'ouvrit. Seth se frotta la nuque. Ils se cachent. Non, répondis-je. Ils attendent. Il ne posa pas la question à voix haute. Il savait qu'il ne voulait pas connaître la réponse. Le chemin jusqu'à la mine était encore plus vide que la ville. Mais une fois sur place, rien n'avait bougé. Les planches qu'on avait retirées la veille gisaient encore au sol, rangées soigneusement. Notre matériel était là, intact, intouché. Même la poussière autour n'avait pas été dérangée. Et pourtant, tout semblait différent. Entrer dans le puits une seconde fois semblait faux. Mais il le fallait. Le dossier n'était pas terminé. À l'intérieur, l'air était plus lourd que la veille. Pas à cause du manque d'oxygène, ni du climat. Non, c'était une pression, un poids derrière les yeux, une tension dans la mâchoire, une présence. Nous avons travaillé en silence, photographié, mesuré, noté. Mais toutes les 10 minutes, le son revenait. Tic, métal contre pierre, toujours plus profond. Toujours au-delà du dernier point exploré. Jamais plus fort qu'un carillon lointain, mais suffisant pour que nos dents le sentent dans leurs racines. Seth s'arrêta un moment. « Qu'est-ce que c'est à ton avis ?» Je donnai la même réponse que la veille. Pression souterraine. Ô vieille machine. Mais je savais qu'il n'y croyait pas. Et moi non plus. Nous sommes partis plus tôt que la veille. Ni lui ni moi ne voulions être là quand la lumière faillirait. De retour au motel, le couloir sentait la poussière et le bois humide. Nos portes étaient fermées. Mais quelque chose avait changé. Sur la table près de ma fenêtre, un panier d'osier, doublé de tissu. Pas de nom, pas de mots. À l'intérieur d'ossa du fromage, soigneusement emballé, Jacques Beauf séché, Jacques Beauf de l'eau en bouteille. Chi contenant identique, étiquette arrachée. Seth m'appela depuis sa chambre. Il en avait un aussi. Nous nous retrouvâmes dans le couloir, panier en main. Ce n'est pas un cadeau, dis-je. Non, dit-il. C'est des rations. Aucun de nous ne parla davantage. Je laissai mon panier intact en allant me coucher. Je fus réveillé par un bruit sourd contre ma porte. Pas un poing, pas une main. Quelque chose de plus lourd. Pas de précipitation. Un coup, puis un autre. Lent, calculé. Le premier coup fit trembler l'encadrement. Le second fit vaciller la lampe de chevet. Je me redressai trop vite, faillis tomber du lit. Ma bouche était sèche. Je n'avais entendu aucun pas, aucun murmure, aucune approche. Juste le bruit. Puis un autre. Puis le silence entre les deux. D'abord, je pensais que les habitants en avaient assez, qu'ils venaient nous forcer à partir. Des lampes, des outils, des gens lassés. Mais non, pas une voix, pas même un murmure. Encore un coup. Le lumière du couloir sous la porte vacilla une fois, puis s'éteignit. Je reculai dans la salle de bain, verrouillai la porte. Un verrou fragile, fait pour l'intimité, pas pour survivre. Je m'adossai au mur, au sol à côté de la cuvette. Mon souffle me semblait assourdissant. Un nouveau coup. Le mur vibra. Puis, le bruit du bois qui craque, lentement, longuement, comme si quelque chose cassait les charnières, tordait la structure. Mais ce n'était pas ma porte. Le son se déplaça. Une autre chambre. Seth, un hurlement déchira l'air. Pas bref, pas un cri de surprise, un cri long, déchiré, désespéré. Puis le bruit de meubles renversés. Quelque chose traînait au sol, lentement, un frottement contre la moquette. Seth hurla à nouveau, puis plus rien, le silence, absolu. Je plaquai ma main contre ma bouche, et ne bougeais plus. J'attendis que le ciel pâlisse, que la lumière naturelle commence à filtrer, timide, à travers les rideaux fermés. Lorsque je sortis enfin de la salle de bain, le couloir était intact. Aucune trace d'effraction, le tapis propre,
la porte fermée, verrouillée comme je l'avais laissée. Je traversai les quelques pas me séparant de la chambre de Seth, et là je sentis immédiatement que quelque chose clochait. Sa porte était fendue en deux, les coins du cadre arrachés. La poignée pendait de travers, fixée par une seule vis. La peinture autour de la serrure était bombée vers l'extérieur, comme si la pression était venue de l'intérieur. Plus troublant encore, 4 trous nets forés dans la moitié inférieure de la porte. Pas déchirés, profondeur précise, comme des impacts de pic. De la taille exacte d'une pointe. À l'intérieur, le lit avait été défait à moitié. La table de nuit renversée. Le sol marqué d'un grand arc de frottement, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été tiré de force. La moquette déchirée, une longue traînée rouge sombre allant de la tête du lit jusqu'à la porte, puis vers le parking. Dehors, une femme en pull gris, visage impassible, passait une serpillière sur le bitume. Des gestes lents, mesurés. Elle effaçait la trace rouge qui serpentait encore sur le béton. Elle ne leva jamais les yeux. J'attendis qu'on m'interpelle, qu'un policier surgisse, qu'un cri résonne. Mais rien. Personne ne vint. Personne ne posa de questions. Alors je partis. À pied, je marchais jusqu'au centre de la ville. Et là, la vie avait repris. Le diner avait remis ses chaises sur le perron. La station-service ronronnait. Un homme installait un panneau annonçant le plat du jour. Des gens passaient dans la rue. Aucun ne me regarda. Aucun ne s'arrêta. Près de la poste, un petit groupe s'était formé, 5 ou 6 adultes, formant un arc silencieux. Ils n'avaient ni armes ni outils. Ils attendaient. L'un d'eux, un homme à la veste beige trop courte pour ses bras, fit un pas vers moi. Une 50aine d'années, visage sans colère mais sans douceur. « Il est temps que vous partiez, dit-il simplement. » Je le fixais. Qu'est-ce qui est arrivé à mon collègue? Silence. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Pourquoi étiez-vous tous partis la veille? Pourquoi agissez-vous comme si c'était normal? Sa bouche se crispa brièvement. Pas un sourire, un signal. Une manière de dire « tu n'auras pas de réponse ». Une offrande a été faite, dit-il. Je regardais les autres. Aucun ne soutint mon regard. Tous fixaient un point au-dessus de mon épaule. J'ai tourné les talons. Personne ne me suivit. La route menant à la mine était humide, les feuilles collées au sol par la pluie de la nuit. Le gravier crissait sous mes pas. Le monde entier semblait retenir son souffle. Personne ne me demanda où j'allais. À mon arrivée, l'entrée de la mine avait été recloisonnée. Des planches neuves, fixées avec des boulons brillants, posées avant l'aube. Silencieusement, je marchais jusqu'à la clôture, l'herbe encore trempée, mais sur la terre pâle, quelques gouttes rouges vives traçaient un chemin jusqu'à la barrière. Et là, posé avec soin contre le bois, un petit ballot de tissu noué. Je m'agenouillais, dénouais le nœud. À l'intérieur, je chevais une bague ancienne, usée, poisseux, une mèche de cheveux tressés. Jaunie par le temps, je refermai le sachet, le reposai exactement où il était, et tout devint clair. Quelque chose vit dans ces tunnels, les sans-visages. Peut-être les âmes errantes de l'effondrement de 1937, peut-être autre chose, de plus ancien encore. Les habitants les ont contenus, non par force mais par rituel, par des objets, laissés là régulièrement, des mémoires, des morceaux de vie, comme une offrande pour éviter qu'ils ne sortent. Et nous avons tout dérangé. Bien sûr qu'ils ne nous ont rien dit. Que dire? Nous protégeons notre village par des rituels funéraires aux créatures d'en bas. Nous ne les aurions pas crus. Nous aurions continué notre mission. Alors ils ont attendu. Et quand le rituel fut brisé, ils ont donné. 7. Dans le camion moteur éteint, je sortis mon carnet de terrain. Structure de la mine instable. Risque de collapsus élevé. Conditions dangereuses. Observation secondaire d'essai lors de l'inspection. Corps non récupérable. Recommande fermeture définitive. Je ne le signai pas tout de suite. Je le refermai, le posai sur mes genoux. Puis je regardai une dernière fois l'entrée de la mine. Je n'entendis plus jamais ce son métallique. Mais je ne suis jamais retourné là-bas.